Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon ramadan. Notre cours aujourd'hui portera sur l'étude de l'incipit de la nouvelle fantastique Le Chevalier Double, toujours dans le cadre du module 3 qui s'intéresse à l'étude de la nouvelle fantastique. L'activité d'aujourd'hui est une lecture méthodique dont l'objectif est d'identifier les caractéristiques de l'incipit du nouvelle fantastique. Niveau ciblé, tronc commun sciences. Donc, nous allons commencer par une petite lecture du texte et s'il vous plaît, essayez de prendre la page 85 de votre manuel et de suivre avec moi. Qui rend donc la blonde Edwige si triste? Que fait-elle assise à l'écart, le menton dans sa main et le cou de genoux? Plus morne que le désespoir, plus pâle que la statue d'albâtre qui pleure sur un tombeau. Du coin de sa paupière, une grosse larme roule sur le duvet de sa joue. Une seule, mais qui ne tarit jamais, comme cette goutte d'eau qui suinte des voûtes du rocher et qui à la langue use le granit. Cette seule larme, en tombant sans relâche de ses yeux sur son cœur, l'a percée et traversée à jour. Edwige, blonde Edwige, ne croyez-vous plus à Jésus-Christ, l'eau doux sauveur? Doutez-vous de l'indulgence de la très sainte Vierge Marie? Pourquoi portez-vous sans cesse à votre flanc vos petites mains diaphanes, amaigries et fluettes comme celles des elfes et des Willy? Vous allez être mère, c'était votre plus cher vœu. Votre noble époux, le comte Lodbrog, a promis un autel d'argent massif, un ciboire d'orphin à l'église de Saint-Othbert, si vous lui donniez un fils. Hélas, hélas, la pauvre Edwige a le cœur percé de cette glaive de la douleur. Un terrible secret pèse sur son âme. Il y a quelques mois, un étranger est venu au château. Il faisait un terrible temps cette nuit-là. Les tours tremblaient dans leur charpente, les girouettes piaulaient, le feu rampait dans la cheminée et le vent frappait à la vitre comme un importun qui va entrer. L'étranger était beau comme un ange, mais comme un ange tombé. Il souriait doucement et regardait doucement. Et pourtant, ce regard et ce sourire vous glaçaient de terreur et vous inspiraient l'effroi qu'on éprouve en se penchant sur un abîme. Une grâce scélérate, une langueur perfide comme celle du tigre qui guette sa proie, accompagnait tous ses mouvements, il charmait à la façon du serpent qui fascine l'oiseau. Cet étranger était un maître chanteur. Son teint bruni montrait qu'il avait vu d'autres cieux. Il disait venir du fond de la Bohême et demander l'hospitalité pour cette nuit-là seulement. Il resta cette nuit, et encore d'autres jours et encore d'autres nuits, car la tempête ne pouvait s'apaiser, et le vieux château s'agitait sur ses fondements, comme si la rafale eût voulu le déraciner et faire tomber sa couronne de créneaux dans les eaux écumeuses du torrent. Pour charmer le temps, il chantait d'étranges poésies qui troublaient le cœur et donnaient des idées furieuses. Tout le temps qu'il chantait, un corbeau noir vernissé, luisant comme le jet, se tenait sur son épaule. Il battait la mesure avec son bec d'ébène et semblait applaudir en secouant ses ailes. Edwige pâlissait, pâlissait, comme les lits du clair de lune. Edwige rougissait, rougissait, comme les roses de l'aurore, et se laissait aller en arrière dans son grand fauteuil, languissante, à demi morte, enivrée, comme s'il avait respiré le parfum fatal de ces fleurs qui font mourir. Enfin, le maître chanteur put partir. Un petit sourire bleu venait de dérider la face du ciel, et depuis ce jour, Edwige, la blonde Edwige, ne fait que pleurer dans l'angle de la fenêtre. Donc, nous allons passer en revue certains mots qui me semblent essentiels pour la compréhension du texte, et nous allons commencer par le mot la blonde qui renvoie au personnage principal, à savoir Edwige. On dit blonde d'une femme qui a les cheveux blancs. Blanc, c'est-à-dire une couleur entre le doré et le châtain clair. Morne, en parlant toujours d'Edwige, ça veut dire très triste. Jésus-Christ, c'est un nom, comme vous le voyez, c'est un nom propre, donné par les chrétiens à leur prophète Jésus de Nazareth. L'indulgence, il renvoie à la capacité de pardonner les péchés. Et lorsqu'on parle des péchés, on parle des fautes dans la terminologie religieuse. Vierge Marie, il s'agit de la mère de Jésus-Christ, amaigrie, qui sont devenus maigres, c'est-à-dire très minces,
Elfes et Willy. Donc les elfes, ce sont des génies dans la mythologie scandinave, alors que les Willy sont des créatures fantastiques de la mythologie slave. Le comte, en parlant du mari du personnage principal Edwige, le comte Lodbrog, c'est un titre de noblesse qui montre qu'il appartient à une classe aristocrate ou bien noble. Un autel, c'est une table où l'on célèbre la messe. Et dans la mythologie grecque, dans le passé, il référait à une table où l'on faisait des offrandes ou bien où l'on donnait des sacrifices aux dieux. Un étranger qui est d'un autre pays ou bien une personne qui vient d'un autre pays. Un ange, créature spirituelle entre Dieu et l'homme, messager des volontés divines. C'est le contraire du diable. Les girouettes, dispositif ou bien un outil installé sur un toit pour indiquer la direction du vent. Scélérate, féminin de scélérat, qui veut dire criminel ou tout simplement se dit d'une personne dangereuse sans le paraître. Un maître chanteur renvoie à un musicien. La bohème, elle a deux significations. C'est à la fois un style de vie qui consiste à vivre au jour le jour, loin des règles et des conventions, et en même temps, il réfère à une troupe de chanteurs et de danseurs, qui est notamment le cas dans le texte de l'Incipit. La rafale, un vent soudain et brutal, notamment une tempête. Languissante, faible, qui manque d'activité et de force et de vie. Situation et identification du passage. Bon, s'il vous plaît, prenez votre cahier d'exercice et essayez de répondre aux questions suivantes avant de passer à l'autre page pour voir les réponses. Donc, essayez de faire une pause à la vidéo et de répondre calmement à ces questions. Première question. Où se situe cet extrait? C'est-à-dire dans quel endroit du texte ou de la nouvelle se trouve le texte? Est-ce qu'elle est au début, au milieu ou bien à la fin du texte? Question 2. Comment appelle-t-on le premier texte d'une nouvelle? C'est une question à laquelle on a déjà répondu lorsqu'on a travaillé sur la nouvelle réaliste au chant dans le module précédent. Donc, le premier texte d'une nouvelle, d'un roman, il a un nom. Quel est son nom qu'on donne au premier texte? Question suivante. Quel est son rôle? Bon, il a un rôle à l'intérieur de l'histoire. Qu'est-ce qu'il fait et pourquoi il y a un premier texte? Identifier le type de ce texte, à savoir, est-ce que c'est un texte narratif, descriptif, argumentatif, injonctif ou explicatif, dépendamment de la visée du texte. Est-ce que le texte cherche à narrer, à décrire ou à convaincre? Donc, essayez de réfléchir aux questions et d'y répondre doucement et calmement. Et on passera ensuite aux réponses. Le passage se situe au début de la nouvelle. Donc, la réponse à la première question, c'est que le texte qu'on a lu tout à l'heure est un texte qui renvoie au premier texte ou bien au début de la nouvelle. Deuxième réponse, ou bien la réponse à la deuxième question, le premier texte d'une nouvelle s'appelle l'incipit. Ça, on l'a déjà vu. Et on a vu aussi que l'incipit sert à présenter le cadre spatio-temporel. Bon, que veut-on dire par spatio? Spatio, c'est par référence à l'espace. Temporel en parlant du temps. C'est-à-dire que dans l'incipit, on va exposer l'espace de l'action ou bien le lieu des événements et aussi le temps des événements, les personnages et l'action ou bien l'événement principal. Ce texte contient de la narration et de la description. Donc, pour répondre à la question du type de texte, c'est à la fois un texte narratif et un texte descriptif, mais à dominante descriptive. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de décrire beaucoup plus que de raconter dans le texte. Axe de lecture. Premier axe, éléments de l'incipit. Donc, nous allons passer en revue les éléments ou bien les constituantes de l'incipit de la nouvelle du Chevalier Double. Toujours, on commence par des questions et essayez de vous concentrer sur les questions et d'y répondre sur votre cahier d'exercice. Première question. Qui sont les personnages présentés dans cet extrait?
comme on l'a déjà expliqué, l'incipit ou bien le premier texte, il a pour rôle de présenter ou bien d'exposer les personnages, le cadre spatio-temporel. Bon, là, la question, il porte sur les personnages présentés. Question 2. Comment le personnage d'Edwige est-il décrit? C'est-à-dire, de quelle façon on décrit le personnage d'Edwige? Est-ce qu'on le décrit moralement, physiquement, au niveau de ses vêtements, ou bien on le décrit d'une autre façon, à part les 3 façons que je viens de citer? Question suivante. Quels sont les indices de l'intervention du narrateur? Donc le narrateur, ça veut dire celui qui raconte les événements, il intervient à maintes reprises à l'intérieur de ce texte. C'est-à-dire, parfois, il parle au personnage en lui posant des questions ou des exclamations. Montrez-moi, à l'intérieur de ce texte, les indices linguistiques ou bien les mots, les expressions qui montrent que le narrateur parle au personnage. Quel est le but de ces interventions? C'est-à-dire pourquoi le narrateur intervient à l'intérieur de son texte? Pourquoi il ne se contente pas uniquement de raconter les événements et à chaque fois il parle et sollicite le personnage? Donc après avoir réfléchi et répondu sur votre cahier d'exercice, nous allons passer en revue les réponses. Première question, ou bien la réponse à la première question. Les personnages présentés dans l'incipit sont la comtesse Edwige, le comte Lodbrog et l'étranger qui est qualifié ici de maître chanteur, bien de musicien. Le personnage d'Edwige est présenté physiquement et moralement. C'est-à-dire, dans le texte, il y a à la fois la description des qualités physiques d'Edwige, c'est-à-dire comment est-ce qu'elle est physiquement, et aussi sa personnalité ou bien son état d'âme. C'est ce qu'on veut dire par moralement. Bon, là, vous avez un petit tableau qui passe en revue ou bien qui nous explique à la fois le physique et le moral d'Edwige. Donc, portrait, c'est-à-dire description physique et description morale. Physiquement, Edwige est blonde. On a déjà expliqué ce que ça veut dire blonde. Donc, quelqu'un qui a les cheveux blancs, pâle, qui a le visage jaunâtre. Bon, pâle, généralement, on le dit de quelqu'un qui est malade ou quelqu'un qui a peur. Il a de petites mains, diaphanes, amaigries, qui sont devenues maigres, et elle est enceinte. Enceinte, ça veut dire il attend un enfant. Il va avoir un enfant. Et l'indication dans le texte qui le montre, c'est la phrase « Vous allez être mère ». Le portrait moral. Dans le portrait moral, le narrateur nous dit qu'Edwige est triste, et ce qui le montre, c'est qu'il pleure tout le temps, qu'il ressent de la douleur dans son cœur et qu'il cache un secret terrible. Voilà pour le portrait ou bien la présentation d'Edwige, un personnage encore plus bizarre que les autres personnages qu'on va voir. Bon, bien sûr, tous les personnages sont bizarres, mais la bizarrerie ou bien l'étrangeté ou encore le côté insolite, il va commencer avec cette tristesse inexpliquée du personnage d'Edwige. Les interventions du narrateur. Donc là, nous avons la réponse à la question concernant les indices qui montrent les interventions du narrateur. Ces interventions apparaissent à travers les multiples interrogations et exclamations. Donc lorsqu'on dit interrogation, c'est-à-dire les phrases interrogatives ou bien les questions. Et exclamation, c'est des phrases qui se terminent par un point d'exclamation. Et interpellation, c'est-à-dire qu'à chaque fois, le narrateur sollicite demande l'attention du personnage d'Edwige par des expressions telles que « Qui rend donc la blonde Edwige si triste? Doutez-vous de l'indulgence? Hélas, hélas, ou pauvre Edwige ». Donc ces interventions ont pour but d'ancrer le texte dans le présent et de dramatiser le récit en le rendant plus vivant. Les événements racontés sont bien évidemment des événements qui sont comptés dans le passé, mais pour rendre le texte plus vivant et pour rendre le lecteur encore plus proche des événements, le narrateur essaie d'intervenir à l'intérieur de son texte tout en utilisant bien évidemment le présent de l'indicatif comme temps de la narration pour montrer que le texte est un texte présent, un texte vivant.
Aspect, donc on passe au deuxième axe, aspect du fantastique dans l'incipit, c'est-à-dire les marques ou bien les indices qui montrent que c'est un texte qui va nous raconter une histoire fantastique. On commence toujours par des questions de compréhension et s'il vous plaît, toujours votre cahier, votre stylo à la main et essayez d'arrêter la vidéo et de faire une pause pour répondre aux questions suivantes. Pourquoi Edwige est-elle triste? En d'autres termes, quelle est la cause de la tristesse d'Edwige? Question 2. Relevez les mots et expressions qui expriment cette tristesse. Dans le texte, vous allez chercher les mots et les phrases ou les expressions qui montrent cette tristesse. Question 3. Quel est, selon vous, ça veut dire à votre opinion, à votre point de vue, le secret caché par la comtesse Edwige? Le texte, il nous dit que Edwige a un secret. Donc, essayez de deviner, à partir des indices que le narrateur vous donne, quel peut être le secret caché par Edwige. Question suivante. Qui est l'étranger? Donc, essayez de nous présenter le personnage de l'étranger à travers ce qui est dit dans le texte et à travers votre lecture. Que venait-il faire dans le château d'Edwige? Donc, le texte, il nous dit qu'il a passé un certain moment à l'intérieur du château d'Edwige et du comte Lodbrog. Donc, pourquoi il y était? Qu'est-ce qu'il était en train de faire dans le château? Question suivante. Relevez les mots et expressions qui décrivent cet étranger. Dans le texte, il y a un portrait fait de l'étranger, il y a des mots, il y a des expressions qui présentent une description de cet étranger, ce personnage qui n'est pas du pays. C'est ce qu'on a déjà expliqué dans le vocabulaire du texte. Question suivante. Relevez du texte les mots et les références ou bien les références bibliques. Bibliques, c'est-à-dire qui ont une relation avec la Bible. La Bible, c'est un texte sacré des chrétiens. Les chrétiens, c'est des gens adeptes de la religion chrétienne. Comme par exemple les musulmans sont des adeptes de la religion islamique. Donc essayez de chercher dans le texte des mots qui sont en relation avec la religion chrétienne. Quels sont les éléments qui donnent au texte un aspect étrange? Donc cherchez dans le texte les mots, les expressions, les actions, les descriptions des personnages qui donnent au texte un côté bizarre, un côté insolite. Autrement dit, fantastique. Donc, je vous laisse le temps pour réfléchir avant de passer aux réponses. Donc, s'il vous plaît, essayez de faire une pause à la vidéo et de répondre calmement et doucement aux questions. Les réponses. Donc, le texte ne dévoile pas la cause directe derrière la tristesse d'Edwige. C'est-à-dire que le narrateur, il ne nous dit pas pourquoi Edwige est-elle triste. Le narrateur se contente de faire allusion à un secret. C'est-à-dire, il parle indirectement de quelque chose qu'Edwige cache. Ce qu'on cache, on l'appelle un secret. Et qui pèse sur son âme. C'est-à-dire qu'il y a un poids lourd, qui est un fardeau sur l'âme et sur l'existence d'Edwige. Edwige ne peut pas vivre heureuse à cause de ce secret. Les mots et expressions exprimant la tristesse d'Edwige sont triste, plus morne que le désespoir, c'est-à-dire encore plus triste que le désespoir lui-même. Le désespoir, c'est la perte de l'espoir. C'est lorsqu'on n'a plus d'espoir dans la vie, lorsqu'on n'attend plus rien de la vie. C'est ça le désespoir. Et Edwige, il est encore plus triste qu'une personne désespérée. Pleure, donc le verbe pleurer, verser des larmes. Là, lorsqu'on pleure, il y a des gouttes qui vont sortir de nos yeux, on les appelle les larmes. La douleur, lorsqu'on est malade, lorsqu'on est mal à l'aise, psychologiquement, lorsqu'on n'est pas bien, on ressent de la douleur, une douleur qui peut être physique ou bien psychique. L'allusion à la grossesse d'Edwige et à sa tristesse à l'occasion de cet événement heureux montre que le secret est lié à la naissance de cet enfant, ou que peut-être Edwige a commis un péché. Donc le texte, il n'est pas exprimé explicitement dans le texte, mais il y a une allusion à la tristesse d'Edwige à cause de sa grossesse.
La grossesse, c'est-à-dire une femme qui attend un bébé ou bien une femme qui est enceinte. Normalement, la grossesse est un événement heureux. Mais la façon qu'Edwige, ou bien avec laquelle Edwige a accueilli cet événement heureux, est une façon un petit peu bizarre. Parce qu'au lieu d'être heureuse, elle était triste. Donc ceci montre quoi? Ceci montre que le secret qu'il cache, qui est la cause de sa tristesse, est lié à la naissance ou bien à l'arrivée de cet enfant qu'il attend. Ou que peut-être Edwige a commis un péché. C'est-à-dire que Edwige a fait une faute impardonnable. Lorsqu'on dit péché, c'est-à-dire, par exemple, je vous donne un exemple de péché. Voler est un péché. Mentir est un péché. Boire de l'alcool est un péché. Donc les péchés, ils sont multiples. Lorsqu'on parle de péché, on en parle selon le point de vue de la religion. C'est-à-dire tout ce qui est interdit du point de vue de la religion. L'étranger est un maître chanteur qui a demandé l'hospitalité auprès du comte Lodbrog par une nuit de tempête. Donc le personnage de l'étranger est un maître chanteur, un musicien, qui a demandé à être accueilli, à être reçu pour passer la nuit chez la famille des Lodbrog dans le château du comte Lodbrog. À cause de quoi? À cause d'une tempête. Mais on a remarqué dans le texte que l'étranger n'est pas resté uniquement une nuit, mais il y est resté pendant des jours et des nuits. Le portrait de l'étranger, ou bien la description de l'étranger. Il n'y a pas plus bizarre et plus insolite que la description de l'étranger. C'est un personnage qui a deux caractères, ou bien qui montre et qui cache deux choses contradictoires. C'est-à-dire ce qu'il montre, il paraît favorable, mais derrière cette apparence, il y a des choses défavorables. Donc, on va commencer par la description favorable et on va voir aussi le côté défavorable qui lui est assigné. Donc, il nous dit que l'étranger est beau comme un ange. Bon, normalement, lorsqu'on dit que quelqu'un est comme un ange, ça veut dire qu'il est innocent, qu'il est docile, qu'il est gentil. Mais il nous dit aussi que c'est un ange tombé. Dans le portrait favorable, l'étranger souriait doucement et regardait doucement. Dans la description défavorable, le narrateur nous explique que ce regard et ce sourire, il peut glacer la personne qui le regardait de terreur. La terreur, c'est une grande peur. Donc, ce n'est pas vraiment un regard qui est doux, et un sourire qui est fascinant ou bien qui est doux. Une grâce, c'est-à-dire un charme, une beauté, mais qui est scélérate. Scélérate, c'est-à-dire hypocrite, méchante. Il montre une chose et il en cache une autre. Donc, ce n'est pas tout à fait une grâce, comme on la voit. C'est une grâce qui va cacher une méchanceté interne. Il charmait, il a du charme, il est ensorcelant, mais c'est comme la façon de charmer du serpent qui essaie d'attraper l'oiseau. Et donc c'est une relation un petit peu maléfique. Les mots et les références bibliques sont Jésus-Christ, la Vierge Marie, le doux sauveur. Le doux sauveur par référence à Jésus-Christ. L'indulgence, c'est-à-dire le pardon qu'on a déjà expliqué. Les éléments qui donnent au texte un aspect étrange sont la tristesse inexpliquée d'Edwige, la personnalité insolite et contradictoire de l'étranger, ainsi que les éléments qui accompagnent son arrivée, c'est-à-dire l'arrivée de l'étranger qui est marqué par une tempête, c'est-à-dire un temps triste, un temps désagréable, et son départ qui, contrairement à son arrivée, est marqué par un temps agréable, le retour du beau temps. Un petit sourire bleu venait de dérider la face du ciel. Et là, vous avez une personnification qui montre que le départ de l'étranger est marqué ou bien sous le signe, sous un signe favorable ou bien sous un bon augure. Donc, nous allons finir par une petite synthèse, c'est-à-dire une conclusion qui va résumer tout ce qu'on vient de voir. Comme vous le voyez, l'incipit d'une nouvelle correspond généralement à une situation initiale. On a déjà travaillé sur le schéma narratif.
Et on a dit que la première étape d'un schéma narratif, ou bien la première étape d'un récit, c'est une situation initiale dans laquelle on va présenter le lieu de l'action, le temps, les personnages et l'action. Ça, c'est dans le cas ordinaire. Mais dans le cas de l'incipit de la nouvelle fantastique Le Chevalier Double de Théophile Gautier, l'incipit ou bien le premier texte s'ouvre plutôt sur une perturbation. On l'a déjà vu, le personnage il est triste, une tristesse qui n'a pas d'explication, il cache un secret, donc on sent le début d'un élément perturbateur ou bien d'un problème à l'intérieur de l'histoire. Ce qui veut dire que l'incipit de la nouvelle fantastique Le Chevalier Double ne correspond nullement à une situation initiale. Donc, ce texte, il s'ouvre plutôt sur une perturbation qui apparaît à travers la tristesse inexpliquée, qui n'a pas d'explication, déduis-je, et l'arrivée importune de l'étranger. Aussi l'arrivée et le départ. Donc, comment est-ce qu'elle est arrivée et pourquoi elle est partie, ou bien comment est-ce qu'elle est partie. Ce texte maintient depuis le début jusqu'à la fin une sorte de suspense, c'est-à-dire on est en attente, on a le souffle coupé, on est en haleine, on attend ce qui va arriver, qui laisse le lecteur dans la confusion, c'est-à-dire le lecteur il est perdu, il est perplexe, donc ce qu'on veut dire par la perplexité, et il ne sait plus quoi comprendre, et il ne sait plus quelle explication donner au texte. Donc ne sachant plus donner l'explication logique à ce qui se passe. Ce suspense et cette confusion montrent clairement qu'on va s'aventurer dans un monde fantastique, celui de la nouvelle du Chevalier Double. Ce qui veut dire que le principe, donc je dirais le plus important d'une nouvelle fantastique, ça va être ce désarroi, cette confusion, cette perplexité, ce lecteur qui n'arrive plus à savoir où il va s'aventurer. Et donc on est depuis le début renvoyé ou bien jeté dans un monde mystérieux, un monde dont on ne connaît pas le début ni la fin et dont on n'a pas d'explication logique. Bon, voilà pour l'explication ou bien l'étude de cet incipit. J'espère que ça a été clair pour vous et en attendant de vous revoir la prochaine fois dans une prochaine leçon, portez-vous bien et à très bientôt Inch'Allah. Merci pour votre attention.